Aujourd'hui, je vous présente l'association Un regard pour toi qui propose à des personnes malvoyantes de faire leur shopping avec des bénévoles qui, eux, voient et les aident. Je suis avec Ayet Louaï, 29 ans, qui a créé l'association. Bonjour Ayet, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez lancé Un regard pour toi? Bonjour, moi je suis malvoyante. Quand je vais dans les magasins pour acheter des vêtements, je ne sais jamais si je vais trouver un vendeur disponible. Et même si un vendeur est là, ce n'est pas toujours facile. Est-ce qu'il a bien compris ce que je cherche? Les vendeurs vont vite, ils n'ont pas le temps. Moi, j'ai besoin de prendre mon temps. Alors, j'ai pensé que des gens qui aiment faire du shopping pourraient m'aider en venant avec moi et en m'expliquant ce qu'ils voient. Qu'est-ce que ça a changé dans votre expérience du shopping? J'adore quand un bénévole me suggère une façon différente de m'habiller. Il me décrit un vêtement et je pense « Oh là là, non, ce n'est pas du tout pour moi ». Mais j'essaie et parfois, c'est vraiment super. Grâce aux bénévoles, j'apprends à porter d'autres choses. Après, au travail, mes collègues me demandent où j'ai acheté mes vêtements. En quoi les vêtements sont importants pour les malvoyants? On vit dans une société de l'image. Les gens pensent « Bah oui, elle ne voit pas, mais waouh, elle est bien habillée ». Ça nous aide à nous sentir bien. On se sent mieux quand on marche dans la rue. C'est un moyen de trouver notre place dans la société. La société des gens qui voient. Et si je veux aider l'association, comment est-ce que je fais? Aujourd'hui, on a une 50aine de bénévoles. Mais on est toujours à la recherche de nouvelles personnes. Donc, vous êtes le bienvenu. D'abord, vous aurez une réunion d'information pour rencontrer les autres bénévoles et préparer votre premier rendez-vous. Puis, c'est vous qui décidez à quel rythme vous faites des sorties shopping et quand. Bonjour et bienvenue dans notre émission Quoi de neuf sur le web? Aujourd'hui, une nouvelle qui va faire du bruit. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, affirme que son site a une vocation éducative et donc que tous les internautes, même les plus jeunes, doivent pouvoir l'utiliser. Car selon lui, il faut éduquer le plus tôt possible les enfants à se servir d'Internet. Ma philosophie, c'est qu'en matière d'éducation, il faut commencer très jeune, dit Mark Zuckerberg, qui veut ouvrir son site aux moins de 13 ans. À cause des restrictions légales sur l'âge, le processus d'apprentissage ne peut pas commencer, explique-t-il dans une interview où il a répondu aux questions d'un journaliste de la chaîne de télévision américaine CNN. Selon Zuckerberg, dans le futur, il faudra se poser la question et modifier la loi. Mais il faudra aussi réfléchir à tous les moyens de protéger les plus jeunes, dit Zuckerberg. On rappelle en effet qu'aux États-Unis, la loi ne permet pas l'enregistrement de données personnelles pour les moins de 13 ans. Une loi qui n'est pas respectée d'ailleurs. Des dizaines de milliers de mineurs s'inscrivent chaque jour. Ces jeunes internautes contournent l'interdiction en indiquant tout simplement une fausse année de naissance quand ils s'inscrivent. Ils sont nombreux. Facebook affirme supprimer chaque jour 20 000 comptes créés par les mineurs. Nous avons rencontré le chanteur Zayen et il a bien voulu répondre à nos questions. Écoutons-le. Bonjour et merci d'avoir accepté cette interview. Bonjour, merci de m'avoir invité. Zayen, vous avez représenté la France à Tanger, au Maroc, dans le cadre d'un spectacle intitulé « Tous égaux pour la paix » et en Turquie, dans le cadre des échanges interculturels. Peut-on connaître la raison de votre présence en Algérie aujourd'hui? C'est une double motivation. D'abord professionnelle, puisque j'ai un concert à la Maison de la Culture de Tizi Ouzou samedi prochain. Je dois aussi faire la promotion de mon nouvel album. Et puis en même temps, je suis venu voir quelques amis.
Pouvez-vous nous parler de ce nouvel album? L'album Barcelona est le 4e que j'ai écrit. J'espère que le public aimera. Justement, votre précédent album, vous l'avez intitulé Baden-Baden, qui est une ville allemande. Et cette fois, vous avez donné à l'album le nom d'une autre ville, une ville espagnole. Pourquoi un tel choix? Croyez-moi, je ne chante pas une ville étrangère parce que j'y ai passé des vacances. Je le fais parce qu'il y a une histoire à raconter ou un problème à soulever. Pour Barcelona, c'est une histoire vraie que je raconte. Celle des jeunes Nord-Africains qui fuient leur pays pour immigrer en Europe. Et certains arrivent à Barcelone. L'été dernier, vous avez participé au festival de la chanson de Bouira, en Algérie, dans le cadre magnifique du parc national de la Djurdjura. Le public a beaucoup aimé vos chansons. Comptez-vous revenir cette année? Ce sera avec un grand plaisir, car moi aussi, j'ai un excellent souvenir du festival. Mais c'est une question de planning. Si on me contacte à l'avance, je viendrai sûrement. C'est une bonne nouvelle pour la direction du festival. Merci d'avoir répondu à nos questions. Si vous avez envie d'en savoir plus sur le nouvel album de Zayen et ses prochains concerts, vous pouvez consulter notre site internet. Document 1. Demain, le temps en France s'annonce perturbé. Nous aurons des orages dans le sud et une perturbation arrive de l'ouest. Les températures sont partout en diminution. Document 2. Bonsoir à tous les amis du foot de Radiosport. Nous allons retransmettre dans quelques instants le match du FC Barcelone contre Manchester United. Je serai avec vous toute la soirée avec mes invités pour les commentaires et les analyses. Vous saurez tout. Document 3. Bienvenue au département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre. Cette section du musée présente les vestiges des civilisations qui ont vécu en Égypte de la fin de la préhistoire, vers 4000 ans avant notre ère, jusqu'à l'époque chrétienne à partir du IVe siècle après Jésus-Christ. La visite permettra de comprendre comment ces civilisations se sont succédées sur les bords du Nil. Nous vous proposons de commencer par la salle 1. Document 4. Vous avez des timbres, s'il vous plaît? Quel est le tarif pour les États-Unis? Je ne sais pas. Je vous conseille d'aller à la poste. Où est la poste? Document 5. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de ce vol Air France numéro 1554 à destination d'Alger. Notre vol aujourd'hui durera 1h20. Un petit déjeuner vous sera servi durant notre voyage. Pour votre sécurité, merci de garder attachée votre ceinture durant toute la durée de notre vol. Merci de votre compréhension. Document 6. Vous allez entendre 3 documents sonores correspondant à 3 exercices. Pour le premier et le second document, vous aurez 30 secondes pour lire les questions, une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à répondre aux questions, une seconde écoute, puis 1 minute de pause pour compléter vos réponses. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse ou écrivez l'information demandée. Avis à tous les gourmands, le Salon du Chocolat s'installe demain à Paris pour 5 jours. Nous recevons Sylvie Douce, créatrice et directrice du salon. Sylvie Douce, bonjour. Bonjour. Vous nous confirmez que, comme chaque année, nous pourrons déguster quelques délicieuses spécialités? Bien sûr. Mais la nouveauté,
c'est que vous pourrez aussi en apprendre plus sur le chocolat bio et éthique, grâce à des conférences et des démonstrations. Un salon placé sous le signe de l'écologie, donc. Tout à fait! Le traditionnel défilé de robes en chocolat sera confié au créateur de l'Ethical Fashion Show. Des vêtements en chocolat. On en salive d'avance. Pour plus d'informations, allez sur le site www.salon-du-chocolat.com. Aujourd'hui, nous parlerons d'un mythe du cinéma français, Gérard Depardieu. Depardieu, né le 27 décembre 1948 à Châteauroux, dans une famille ouvrière, au milieu de 5 frères et sœurs. Il passe plus de temps dans la rue qu'à l'école, qu'il quitte à l'âge de 13 ans. En 1964, âgé de 16 ans, il quitte Châteauroux pour Paris, où il suit des cours de comédie. Il se fait connaître du public en 1974 avec le film Les Valseuses. C'est le début d'une longue suite de succès. Il remporte le prix du meilleur acteur à la Mostra de Venise en 1985. Il débarque en 1990 dans le cinéma américain avec le film Green Card. Aujourd'hui, Depardieu est un symbole du cinéma français. Héros historique ou contemporain, il sait tout jouer. Il travaille au théâtre, mais récite aussi des textes classiques dans les églises. Il a même été reçu par le pape Jean-Paul II en avril 2000. Alors, monsieur le ministre, encore une réforme du baccalauréat? Encore une réforme, oui. Le ministère de l'Éducation nationale doit former de futurs adultes compétents et éco-responsables et les préparer au métier vert. Parlez-nous de cette réforme. La filière STI, ou Sciences et technologies de l'industrie, sera remplacée l'année prochaine par la filière STI 2D. Vous pouvez expliquer ce que cela signifie pour nos auditeurs? Bien sûr, la filière STI 2D, ou Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, proposera 4 nouvelles matières: système d'information et numérique, énergie et environnement, architecture et construction, et innovation technologique et éco-conception. Le ministère de l'Éducation nationale veut réformer les vacances d'été. Et oui, les vacances sont trop longues et elles seront réduites de 2 semaines. Nous avons demandé leur avis aux élèves. Ça va plus? Ils sont fous! Les vacances, c'est sacré! Moi, je trouve ça pas mal. On finit par s'ennuyer. Et puis, en classe, je retrouve tous mes copains. Vacances longues ou courtes, qu'est-ce que ça change? De toute façon, il faut quand même aller à l'école. C'est difficile d'avoir une opinion. Moi, je me pose plein de questions. Comment la réforme va être appliquée? Dans quels établissements? Collège ou lycée? Pour le moment, on n'a pas beaucoup d'informations. C'est pas une bonne idée. L'été, c'est une occasion de faire un tas d'activités, de voyager, de parler avec sa famille, d'oublier un peu le stress de la vie scolaire. Ce sera dur d'y renoncer. C'est bien, c'est pas bien, j'arrive pas à décider. Il y a des arguments pour et contre. Et maintenant, quelques informations sur les championnats d'Europe d'athlétisme organisés à Bercy qui se sont terminés cette semaine. L'objectif fixé par Bernard Amsalem, le président de la Fédération française, a été tenu et l'équipe des Bleus a le sourire. Les athlètes français ont en effet remporté 11 médailles, en seconde position après la Russie et devant Allemagne et Grande-Bretagne.
Ce soir, toute la planète cinéma retiendra son souffle devant la prestigieuse cérémonie des Oscars. Qui va gagner? Les films candidats à l'Oscar parlent de tout, d'amour, de liberté, de violence. Personnellement, mon cœur balance et j'avoue ma préférence pour 4 films abordant la question de l'environnement. Cette année, en effet, pour la première fois, le jury n'a pas hésité à sélectionner des films verts qui sont magnifiques. Une belle bataille en perspective. Votre MP3 ou votre ordinateur ne marche plus? C'est normal. Tout est calculé. C'est ce que nous démontre la chaîne de télévision Arte dans le documentaire Prêt à jeter, proposé mardi prochain. Le documentaire montre comment tous les industriels, et même les plus grandes marques, fabriquent des produits ayant une durée de vie limitée pour nous obliger à consommer encore et encore. Et si c'est du gaspillage, tant pis. Un documentaire à voir absolument sur Arte. Un soir, alors qu'il cherchait un programme à regarder à la télévision, Marc est tombé par hasard sur une émission où l'on parlait d'une curieuse bande dessinée réservée aux garçons, les shonen. Le lendemain, il est allé jeter un coup d'œil sur Internet pour avoir plus d'informations. C'est comme cela que Marc est devenu un fan de manga. Car la France est l'un des pays du monde où les mangas ont le plus de succès, surtout auprès des jeunes. Pas comme au Japon, bien sûr, car le genre vient du Japon, où les mangas sont un véritable phénomène de société et font partie du quotidien. Là-bas, tout le monde, ou presque, lit des mangas. Ces petits livres épais et bon marché, bourrés de dessins, souvent en noir et blanc, qui montrent des personnages avec de grands yeux. Pour les Occidentaux, c'est un objet un peu étrange. Le manga se lit de la droite vers la gauche. Il faut donc commencer par la dernière page. Surtout, il existe de nombreuses catégories. Par exemple, le kodomo s'adresse aux enfants, le seinen et le josei aux adultes. Les jeunes filles ont le shoujo, des récits pleins de romantisme, de rêves, de poésie ou de magie. Et pour les garçons adolescents, c'est le shonen, héros, action, sport, aventure. Depuis qu'ils ont débarqué en France, dans les années 1990, ces BD rencontrent un énorme succès. Des dessinateurs s'en inspirent même pour créer des mangas à la française. Et à Paris, on a créé une école qui propose de former au métier de mangaka, c'est-à-dire de dessinateur de manga. Pour tout dire, la France est en pleine crise de mangamania. Dans le cadre d'un passionnant documentaire, la chaîne de télévision anglaise BBC a filmé pour la première fois une tribu complètement coupée du monde. Un reportage vraiment exceptionnel. Il s'agit de la dernière tribu d'Amazonie découverte dans le monde. Lors de ce premier contact, en 2008, l'équipe de la BBC survolait leur territoire en avion. Et ces Amérindiens, appartenant à la tribu des Mashkopiro, semblaient impressionnés par le simple fait de voir l'appareil au-dessus de leur tête. À l'écart de la civilisation, sans aucune connaissance du monde extérieur, ils ne connaissent rien de la société dans laquelle nous vivons. La télévision ou Internet, par exemple, leur sont complètement inconnus. Aujourd'hui encore, très peu de personnes ont réussi à les approcher. Les journalistes reporters, à l'origine de ce documentaire, se sont d'ailleurs heurtés à l'hostilité de ce peuple qui n'a pas hésité à leur lancer des pierres et des flèches. Les journalistes n'ont pas poussé plus loin l'exploration. En entrant physiquement en contact avec la tribu, ils pourraient les mettre en danger. Leur système immunitaire est plus faible que le nôtre, car ils ne sont pas immunisés par les maladies. Et le simple virus de la grippe pourrait tuer la tribu entière. Mais ces images ont permis de révéler au monde entier leur existence.
Le ministère des Affaires étrangères péruvien a donc décidé de prendre des mesures pour les protéger. En effet, cette tribu, comme tant d'autres, a dû fuir parce que son territoire disparaît peu à peu. Beaucoup d'arbres sont coupés en Amazonie de manière illégale. Il faut protéger ces indigènes de cette invasion et surtout les laisser enfin en paix. Le proverbe « Pour vivre heureux, vivons cachés » prend ici tout son sens. En 2003, vous avez participé à la Coupe du Monde. Quels souvenirs en gardez-vous? C'est une drôle d'histoire. Vous vous souvenez, il y avait l'épidémie de grippe qui paniquait tout le monde. Oui, la grippe aviaire, celle qui est transmise aux hommes par les oiseaux. Théoriquement, la Coupe du Monde devait se passer en Chine et finalement, elle a été organisée aux États-Unis. On pensait avoir beaucoup de spectateurs en Chine. Et puis, à la fin, on a joué dans des stades gigantesques, mais avec très peu de monde. J'étais donc un peu déçue. Aujourd'hui, Tony Cotte reçoit Loana, qui a été la première gagnante d'une émission de télé-réalité en France avec l'émission Loft Story. Et depuis sa victoire, elle a accumulé les projets. Alors, quoi de neuf dans la vie de Loana? Bonjour Loana, cela va bientôt faire 5 ans que vous avez participé à Love Story. Quelle est l'importance de cette victoire dans votre vie? Elle a changé ma vie. Tout d'abord, j'ai emmené ma mère en vacances. C'était la première chose que je voulais faire. Et puis, j'ai pu travailler dans le domaine artistique. J'ai écrit un livre et sorti 2 singles. Ce fut une formidable aventure et comme on dit, ce n'est que du bonheur. Avez-vous revu toutes les images de Love Story? À notre sortie, la chaîne de télé M6 nous a donné les DVD de nos émissions. Mais j'ai attendu 1 an avant de les regarder. C'était étrange. J'avais l'impression de ne voir que mes défauts. Quel conseil donnez-vous à Magali, qui a gagné la dernière fois? Pour faire une carrière artistique, il ne faut pas être méchant et savoir rester simple. Mais il n'y a pas de recette miracle. Je dis à Magali de tenir bon. Elle a une voix superbe. Vous travaillez sur TF6 avec les meilleurs moments de télé-réalité. Vous voulez donc devenir animatrice? C'est la chaîne TF6 qui est venue me chercher. Moi, j'avais beaucoup de doutes. Je ne me sentais pas capable d'animer seule une émission. Mais au final, c'est une très bonne expérience. Je me suis bien entendue avec toute l'équipe. Votre nouveau disque sort dans quelques jours. Mais le premier single a été un échec. Oui, et c'est dommage. Mais j'étais heureuse de le faire. Je ne fais pas de la musique pour devenir riche, mais parce que j'aime ça. Donc, j'ai fait un autre disque. Vous avez beaucoup de projets, donc? Maintenant, oui. Cette année, je travaille. Et l'année prochaine, je me repose. Il faut savoir se reposer, sinon on ne prend plus de plaisir. Et puis, il ne faut pas fatiguer le public en étant trop présent. Parmi les top modèles, c'est un grand nom. Fatou est mannequin. Elle vient du Sénégal et elle fait une carrière internationale. Elle nous présente aujourd'hui son métier de rêve, mais aussi et surtout ses projets pour le Sénégal. Bonjour Fatou, nous sommes heureux de cette interview. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien et je suis très heureuse également de faire cette interview avec vous. Tu es mannequin. Nos auditeurs veulent savoir depuis quand et comment tu as commencé. En arrivant à Paris, en 2003, je me suis lancée dans le mannequinat. Le début est toujours difficile et il y a beaucoup de mannequins au chômage. Tu te souviens de ton premier défilé? Je garde un souvenir merveilleux de mon premier défilé. J'étais au lycée à l'époque. Comme vous pouvez l'imaginer, j'étais très nerveuse. J'avais peur de tout faire mal.
Mais quand la musique a commencé et que j'ai commencé à marcher, les gens ont applaudi et ils m'encourageaient. C'était sublime et sensationnel, inoubliable. C'est à ce moment que j'ai décidé que la mode était ma vie, ma passion. Selon toi, c'est quoi la mode? S'habiller est très lié au moment que l'on vit, à l'environnement. Les influences viennent généralement des gens connus, des musiciens, stylistes, politiciens, des stars. Mais l'inspiration peut venir de n'importe qui. De vous, de moi, du voisin, pourquoi pas? La mode est un espace de liberté absolue. Quelle est la place de la mode africaine dans le monde? La mode africaine n'est pas connue dans le monde. On sait que l'Afrique a beaucoup de problèmes, et puis la concurrence internationale peut être mortelle. Mais les jeunes Africains, à l'étranger comme chez eux, s'impliquent de plus en plus dans la mode, le design. Et Nelson Mandela a imposé aux yeux du monde une mode made in Africa. Et beaucoup suivent cette tendance actuellement. Donc, je pense que l'avenir de la mode africaine est rose, et je suis pleine d'espoir. Peux-tu donner quelques conseils pratiques à celles qui désirent devenir mannequin? Le conseil que je vais donner aux jeunes filles, c'est d'être confiante et toujours bien habillée, très classe. Il faut aussi avoir un album de photos personnelles avant d'aller voir une agence de mannequinat. Nous aimerions bien savoir qui est Fatou. Présente-toi pour nos auditeurs. Je viens du Sénégal et je suis née à Naïé, près de la frontière du Mali. J'habite Paris et je continue mes études pour devenir styliste. J'ai beaucoup de projets. Je voudrais faire une carrière dans la mode, mais aussi y retourner au Sénégal pour partager mon expérience avec les jeunes filles de mon pays. Et je voudrais aller dans ma ville natale et faire construire des écoles pour les enfants. C'est un rêve. Merci Fatou et bonne chance pour ta carrière. Mais avant de partir, tu peux me dédicacer une photo? Bien sûr! Aujourd'hui, on fait l'Europe. Au lycée Gustave Monod, en France, on prépare un baccalauréat spécial appelé ABI-Bac. C'est un baccalauréat franco-allemand qui permet aux élèves d'obtenir 2 diplômes. Le bac français, bien sûr, mais aussi l'examen allemand de l'Abitur. Nous avons interrogé une élève du lycée qui est en classe de seconde. Edwige, en quoi la classe de seconde ABI-Bac est-elle particulière? Les élèves ont 11 heures de cours en allemand, c'est-à-dire 6 heures d'histoire-géographie en allemand et 5 heures d'allemand. L'emploi du temps est très chargé. Nous avons cours matin et soir tous les jours. Et en plus, il y a des cours le samedi matin. Est-ce difficile et pourquoi? Comment faut-il travailler pour réussir? Le travail dans toutes les classes de seconde, 16 classes de seconde, est difficile car les professeurs n'écrivent pas les cours au tableau et il faut prendre des notes. Combien d'élèves êtes-vous en classe de seconde ABI-Bac? Nous sommes 36 élèves. Quelle est l'ambiance en classe? Il y a une très bonne ambiance, une vraie solidarité et de l'entraide. On travaille avec beaucoup d'exposés oraux en cours d'allemand et aussi en histoire-géo, parce que cette matière est enseignée en allemand. C'est pour s'entraîner pour l'ABI-Bac, le baccalauréat franco-allemand. As-tu fait des progrès en allemand depuis que tu as quitté le collège? Oui, j'ai beaucoup progressé en allemand depuis septembre et j'ai appris énormément de vocabulaire en allemand et aussi en histoire. Tu es satisfaite de ton choix? Oui, il y a beaucoup de sections au lycée, mais je suis bien en seconde ABI-Bac. J'admire l'Allemagne, j'aime la culture allemande. Quels sont tes projets pour plus tard? Dans ma classe, il y a beaucoup d'élèves qui souhaitent faire des études scientifiques. Mais moi, je préfère faire de grandes études sur la littérature allemande et, par la suite, enseigner la langue allemande. Merci Edwige. Nous te souhaitons un bon séjour en Allemagne et bonne chance pour la suite de tes études. Chers auditeurs et amis, bonjour. Je suis Selim, votre animateur préféré, et dans notre rubrique Au quotidien, nous allons parler aujourd'hui du permis de conduire.
Avoir la possibilité de conduire une automobile est un rêve pour les jeunes, mais c'est aussi un problème pour beaucoup d'entre eux. Beaucoup de messages sont arrivés sur notre site internet et nous avons décidé de faire une émission sur le permis de conduire. Avec nous, Jean-Claude, moniteur d'auto-école à Paris, qui répondra à vos questions. Bonjour Jean-Claude et merci d'être parmi nous. Bonjour, merci de m'avoir invité dans votre émission. Le permis de conduire est un problème qui inquiète nos jeunes auditeurs. Ils sont tous impatients de pouvoir conduire une voiture, mais il est difficile d'avoir son permis aujourd'hui. Pour beaucoup de jeunes, c'est la panique. L'épreuve théorique n'est pas vraiment un problème, mais l'épreuve pratique provoque des catastrophes. Et souvent, ils doivent la repasser 3 ou 4 fois avant d'obtenir l'examen. Quels conseils pouvez-vous leur donner? D'abord, l'important, c'est de ne pas paniquer. Il faut penser que ça va très bien se passer et être confiant. L'épreuve de conduite n'est pas si difficile que ça. Les jeunes imaginent beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Vous allez conduire une vingtaine de minutes avec un inspecteur de la sécurité routière qui vous posera des questions pratiques. Il suffit de rouler calmement et de répondre à ces questions. Je pense que tous ces conseils sont importants pour tous nos auditeurs, mais l'émission est presque finie et nous n'avons pas encore répondu à toutes les questions. Jean-Claude, il faut que vous reveniez nous voir un autre jour à la radio. Si vous m'invitez, je serai heureux de venir. Merci Jean-Claude. Le rendez-vous est pris. À tous nos auditeurs, merci et à demain. Pour donner votre avis sur l'émission, envoyez-nous un mail.